Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Aujourd'hui, nous évoquerons la farine, aliment de base nécessaire à notre vie quotidienne, mais pas celle trafiquée pour les besoins de l'industrie agroalimentaire chimique et mondialisée, issue de céréales transportées à grands coûts d'impact carbone des quatre coins du monde, mais celle fabriquée sur place à partir de céréales produites localement et 100% bio. Le bon sens, quoi. Nous sommes à Ebersheim, en Alsace, dans le Bas-Rhin, avec le patron du moulin Kircher. Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr. Jean Kircher, bonjour. Bonjour. Jean Kircher, moulin Kircher, un moulin 100% bio. Oui, il n'y en a pas tant que ça en France, mais nous en faisons partie. Pourquoi? Parce que pour moi, vu la taille du moulin, qui reste un petit moulin régional, ça ne faisait pas sens d'être combiné, de faire du conventionnel et du bio. Déjà, Vous avez, je crois, une formule à cet égard. Oui, on ne peut pas être à moitié enceinte. Donc nous, on a choisi de l'être définitivement. Et donc, on est passé en bio intégral, ce qui nous permet d'être aux normes des procédures, des certifications, d'être tout à fait rassuré sur ce qui sort. Parce que si vous jouez sur l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, il peut forcément y avoir des contaminations croisées ou des dérapages produits, donc toutes choses que nous voulions éviter. Que représente aujourd'hui, Jean Kircher, le moulin Kircher en nombre d'employés, en volume d'activité, peut-être en chiffre d'affaires? Je ne sais pas si c'est une question qu'on peut vous poser. Oui, non, mais il n'y a pas de secret. Vous savez, les bilans sont publiés. Hein. Donc, on fait à peu près 2 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 14 salariés, dont 4 uniquement dédiés à la partie production du moulin. Jean Kircher, vous êtes meunier et non pas minotier. Meunier, parce que la différence s'est faite au début fin du 19e siècle plutôt, quand la meunerie à cylindre a été inventée en Autriche, Hongrie, dans ces pays-là, où on a progressivement remplacé la meule de pierre, qui était très traditionnelle, par des appareils et des meules cylindriques métalliques. Ça a fait une grosse différence puisque la mouture sur meule de pierre est une mouture très, très grossière, on va dire, mais qui correspondait bien à l'ère du temps, au Moyen-Âge et avant, parce que les Romains l'utilisaient déjà aussi, où on faisait une galette plus ou moins lourde, avec une farine très grossière. Donc il n'y avait pas à l'époque farine blanche, farine semi-blanche, on ne faisait pas la séparation. Et la meunerie à cylindre a permis justement cette évolution pour aller vers non seulement une meunerie très douce, mais aussi une meunerie beaucoup plus précise. Donc des types de farine plus précis. Vous avez tous entendu parler des types de farine, type 45, 55, 65, etc. Honnêtement, je m'y perds un peu. Oui, comme tout le monde, mais autrefois ça n'existait pas. Il y avait une farine blanche et une farine foncée, point. Et tout le monde s'en contentait et on faisait d'excellents pains d'ailleurs. Aujourd'hui, le moulin Kircher fabrique quel type de farine, Jean Kircher? D'où viennent les céréales et que deviennent-elles? Alors dans les types, on travaille fondamentalement 3 types de céréales, donc le blé essentiellement, l'épeautre et un petit peu de seigle. Et dans ces 3 céréales, on fait tous les types, ceux dont on parlait tout à l'heure. On fait ce que le marché nous demande. Au niveau des appros, par contre, on est dans une belle démarche aussi. Quand on dit c'est l'approvisionnement, c'est la provenance des céréales. Oui, pardon, là, c'est un dérapage technique. Approvisionnement des blés, nous avons construit ensemble avec une dizaine d'agriculteurs une filière bio-Alsace. Donc ce sont sur 30 km autour du moulin, une dizaine d'agriculteurs qui me livrent leurs céréales que nous transformons. Mais comme le volume livré ici localement n'est pas encore tout à fait suffisant, nous travaillons également avec une belle coopérative lorraine qui s'appelle Probiolor, qui est très très engagée dans la filière bio et qui est une entreprise tout à fait respectable et respectée.
Et à côté de ça, on s'approvisionne un petit peu aussi chez nos voisins, le bas de Wurtemberg. Ce qui fait que nous avons en fait un mélange de 3 origines, ce qui nous permet d'équilibrer les qualités. Parce que vous savez, le climat, des fois, nous fait des faux bons. Et ben, il peut, par exemple, pleuvoir en Lorraine et pas en Alsace, ou inversement. Et donc, quand la récolte est mauvaise, on est bien content de pouvoir s'approvisionner chez les camarades à côté pour tenir une qualité la plus régulière possible. Justement, qu'est-ce qui fait une qualité de céréales, Jean Kircher? Qu'est-ce qui, vous, en tant que meunier, vous intéresse dans une céréale? Ben, ce qui m'intéresse, et la réponse est donnée par la filière bio, ce que je veux surtout éviter, ce sont les blés conventionnels, ultra traités, ultra performants. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 50-60, l'agriculteur était sur une récolte moyenne de 35 à 40 quintaux à l'hectare. Aujourd'hui, ils sont à 80, 90, voire 100 quintaux à l'hectare. Donc, jusqu'à 3 fois plus. Donc, automatiquement, la terre ne peut pas produire plus que ce qu'elle n'a. Et donc, le conventionnel a été obligé de corriger, d'enrichir, de complémenter, etc. Et donc, ces blés modernes, pour moi, ne sont plus très bons. Par contre, le bio est resté dans les règles anciennes. Donc ce sont des agriculteurs qui sont non seulement paysans, mais ils sont aussi agronomes. Donc ils connaissent leur sol, ils savent comment les travailler. Ils ne sont pas tombés dans la facilité du traitement qui fait que la céréale pousse toute seule. Non, il y a du travail derrière, il y a un vrai engagement. Et donc, à la clé, évidemment, il y a aussi une qualité de produit, et notamment la céréale, qui est bien meilleure sur tous les plans, organoleptiques, mais aussi composition chimique, rapport protéines, amidon. Enfin, tous ces facteurs font que la céréale étant meilleure, ben, on en fait aussi un pain qui est meilleur. À quel moment on a abandonné ce type de céréales avant d'être bio, on parlait de céréales peut-être traditionnelles, conventionnelles à l'époque, avant que le chimique ne devienne conventionnel ou fasse convention. Ça date de quand, cette mutation, Jean Kircher? C'est les années 80 qui ont commencé à installer l'agriculture, d'abord dans un assistanat un peu débilisant, puisqu'on ne lui laisse plus le choix, puisque ce sont d'autres qui gèrent son métier. Et surtout la mécanisation qui est apparue avec des moissonneuses-batteuses ultra performantes, avec des tracteurs hyper lourds qui ont complètement imperméabilisé les sols, avec des techniques de travail du sol qui aujourd'hui ont épuisé ce pauvre sol qui n'en peut plus. Et donc, bien sûr, cet agriculteur survit assez mal d'ailleurs, hein, parce que c'est bien connu aussi qu'il y a, c'est pas à peu près un agriculteur par jour qui se suicide, donc c'est aussi un signe de désespoir. Donc c'est surtout que cette filière-là ne voit plus d'issue, quoi. Donc il faut la responsabiliser et la remettre dans une logique de qualité, et bien sûr avec un consommateur qui, nous l'espérons tous, est demandeur de ce genre de valeur, puisque notre alimentation, nous sommes ce que nous mangeons, et comme le disait Hippocrate déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ, notre alimentation est notre meilleure médecine. Et à propos de médecine, aucun rapport, Jean Kircher, vous n'êtes pas que meunier. Non, je suis boulanger et passionné de bouffe. Tout ce que nous mangeons m'intéresse. Les fromages, j'exclus complètement les fromages pasteurisés. Les viandes, je veux connaître l'origine de la viande, de l'animal, qu'est-ce qu'il a mangé, à quel âge il a été abattu, est-ce que la viande a reposé ou pas. Alors ma question n'allait pas jusque-là. Jacques Kircher, c'était ici sur le site du Moulin Kircher à Ebersheim en Alsace, dans le Bas-Rhin. On trouve également une épicerie, on trouve également un bistrot et d'autres choses. Oui,
Oui, mais dans cette même logique de l'alimentation, parce que dans mon épicerie, vous ne trouverez que des produits provenant de producteurs que je connais, donc que ce soit la moutarde, que ce soit les sardines, que ce soit les pâtes. C'est pas forcément du local, parce que si le local n'est pas bon, j'en veux pas. Par contre, je veux savoir comment c'est fait en amont. Et donc, l'épicerie correspond à cette même éthique de recherche du bon et du propre. Vous connaissez peut-être sûrement Slow Food qui définit un aliment comme devant être bon, propre et juste. À l'opposé du fast-food. À l'opposé du fast-food qui est bourré de chimie, d'émulsifiants, de texturants, de produits de synthèse, avec des indices glycémiques qui explosent. Et donc derrière, on s'étonne si on a des problèmes d'obésité ou de diabète. Tout est dit. Et puis il y a aussi notre école du pain qui se trouve au Moulin, où nous formons des consommateurs, là par contre, à travailler, à refaire ou à faire tout court le pain à la maison, avec nos farines bien sûr. À côté de ça, il y a également un atelier de production de bredela, de pâtisserie, de boulangerie bien sûr, et ceci fait un tout qui fait que le Moulin est très ouvert dans cette logique d'une bonne alimentation saine. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours au moulin Kircher avec Jean Kircher à Ebersheim, c'est en Alsace, c'est dans le Bas-Rhin, moulin 100% bio. On va commencer par le début de cette visite, Jean Kircher, ici dans la salle des turbines. Oui, nous avons la chance d'être approvisionnés par un canal qui est une déviation de l'île, qui a été creusé au XVIIe siècle, donc qui quitte l'île en amont et rejoint l'île en aval. Et entre les deux, on y a construit le moulin que la famille Kircher occupe depuis 1760. 9e génération. 9e génération. Alors en fait, les choses n'ont pas beaucoup changé, si c'était la technologie, mais le principe est toujours le même. Voilà, alors c'est toujours le principe d'une roue à aube qui tourne dans l'eau, qui actionne un arbre de transmission qui autrefois faisait tourner les courroies et les transmissions du moulin, mais aujourd'hui actionne, en fait, fait tourner une génératrice, ou plutôt deux, puisqu'il y a deux turbines, et qui nous permettent de produire à peu près 300-350 000 kW par an, alors que nous en consommons nous-mêmes dans notre site, tout compris, environ 300 000. Donc le moulin Kircher produit de la farine bio, 100% bio, avec des énergies 100% renouvelables. Voilà, 100%. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On continue la visite, Jean Kircher. Alors ça risque d'être un peu bruyant,
parce que nous sommes ici quelque part au cœur du moulin où se trouvent les meules. C'est ça, ce ne sont plus des meules de pierre comme autrefois, ce sont des appareils à cylindres. Donc, et il y en a ici 7 appareils doubles, donc on arrive donc à un total de 16 passages qui très progressivement et très minutieusement, très délicatement plutôt, écrasent le grain dans ses différentes granulométries, du plus gros au plus fin. Et c'est ça qui fait la différence entre un moulin à pierre ou alors un moulin industriel ultra performant, parce que nous sommes sur une mouture douce, ancienne, respectueuse. Pour ceux qui connaissent les petits moulins, j'allais dire de cuisine, le principe est à peu près le même. Oui, le principe de la meunerie n'a pas vraiment évolué. On a été en meule de pierre avec des tamiseurs autrefois. Aujourd'hui, on est sur des appareils à cylindres avec ce qu'on appelle des planchichters, c'est-à-dire c'est toujours le principe du tamisage qui fait la séparation entre gros, moyen, fin et farine. Alors on a commencé tout à l'heure par l'énergie d'approvisionnement. On a vu que c'était de l'énergie renouvelable, de façon tout à fait traditionnelle, j'allais dire. Là, on est dans l'espace où la céréale est écrasée. On fait un peu les choses à l'envers, parce que au-dessus de ces meules apparaissent de grands tuyaux. J'imagine que c'est par là que tombe le grain. Voilà, alors le moulin travaille... On va aller voir. On peut aller voir, oui. Le moulin travaille par gravité, c'est-à-dire il est moulu à cet étage-ci. Ensuite, il est transporté par pneumatique, ce qu'on voit sur le côté, qui amène donc par une aspiration au 5e étage, et ensuite distribué sur les planchichters qui font le tamisage, et finalement reviennent sur le prochain appareil à cylindre, et ainsi de suite, ceci 16 fois. Et on est parti pour 5 étages donc. Et on va se faire les 4 étages à pied. On y va. Ah mais, je ne comprends pas cette fois-ci. C'est juste. On a grimpé cette fois-ci 2 étages. Jean Kircher, il faut que je me rapproche un peu de vous parce que là aussi, à Moulins, c'est bruyant. On est au 3e étage en présence de 2 planchichters. Alors, je le lis parce que c'est marqué là. Je ne connaissais pas ce mot-là. C'est quoi des planchichters, Jean Kircher? Planchichter, en fait, c'est un mot allemand. Plan, c'est-à-dire c'est à plat. Et Sichter veut dire tamiser. Sur le principe du tamis du chercheur. Planchichter en allemand. Sur le principe du tamis du chercheur d'or, qui tamise aussi le sable et les cailloux pour en extraire la partie or s'il y en a. Donc c'est exactement le même principe, le même mouvement, qui est donc il est circulatoire en fait, et la farine, à un moment donné, et tous les produits doivent passer des tamis qui deviennent de plus en plus fins. Ce qui n'est pas encore à l'état de farine est repoussé vers un autre passage de mouture, c'est-à-dire le cylindre, tout en bas. Cette tuyauterie que l'on voit aussi entre les différents étages. Et ensuite, il remonte par aspiration pour revenir sur un autre casier de ce fameux planchichter. Alors, il y a aussi partout des courroies, parce que tout ça fonctionne encore à courroie. Jean Kircher, ça n'a pas beaucoup changé depuis la création du moulin ici, dans les années 1950. Alors, je vais être honnête avec vous, toutes ces courroies ne servent plus à rien. Ne sont plus branchées, ici tout au moins, mais c'est ce qui faisait autrefois tourner les planchichters qu'on a remplacés depuis, ancien modèle on va dire. Donc par nostalgie je l'ai gardé. Par contre, on a encore les appareils à cylindre qui tournent sur transmission, donc par courroie, et le système pneumatique tout en haut qui tourne aussi grâce à autrefois les turbines en direct, maintenant par toujours un système d'arbres de transmission et de courroie. C'est le dernier étage au-dessus? C'est en dessous. Ben, c'est marqué 3e étage là. Oui, non, il y en a encore un là au-dessus. C'est ce que j'allais dire, on monte. En dessous, il y a le pneumatique, on peut aller voir. Durablement vôtre, Éric Mutschler. On est arrivé sous les toits, Jean Kircher, ici au Moulin Kircher.
dans la salle des cyclones. Alors les cyclones, c'est le haut du système pneumatique de transport des matériaux. Le blé est écrasé à l'étage des cylindres, donc en bas. Est aspiré ensuite par un système pneumatique qui aboutit à cet étage et qui fait la différence entre le produit qui est plus lourd, qui tombe, et l'air qui est plus léger, qui part par le dessus. C'est le principe du cyclone. Après ces cyclones, vient de nouveau le plan Cister qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça passe dans plusieurs étapes à chaque fois pour, on peut dire, affiner la farine. À chaque fois, c'est un éternel recommencement. On moud, on tamise, on transporte. On moud, on tamise, on transporte. On moud, on tamise, on transporte. Et pendant ce temps-là, il ne faut pas s'endormir, comme dit la chanson. Mais alors, la graine d'origine, si c'est du blé par exemple, elle vient d'où dans le système Jean Kircher? Alors ça, c'est ce qui se passe derrière nous. Nous avons un nettoyage très sophistiqué, puisque le grain qui arrive sur la benne du paysan ou du camion est déchargé et ensuite passe d'abord par un nettoyage très précis, avec un séparateur, un épierreur, un trieur, une épointeuse, des aimants, pour à chaque fois enlever toutes les impuretés, tout ce qu'on ne veut pas avoir dans la farine, bien sûr. Et ce pré-nettoyage est extrêmement important pour faire une bonne farine. Et là, alors, on reste un peu en dehors parce que c'est quand même très bruyant. On est là, finalement, dans le silo. Alors, la partie nettoyage se trouve dans le silo, enfin, une partie du silo, qui est donc, le nettoyage est entouré de cellules en béton, avec une contenance totale d'environ 1000 tonnes de blé ou d'autres céréales que nous pouvons stocker. Et donc, les paysans bio qui vous livrent ici en blé bio locaux, vous transformez ici au moulin Kircher en farine 100% bio, et puis c'est revendu finalement dans un circuit extrêmement court, j'allais dire aussi, au moins aussi simple que le système du moulin lui-même. Oui, enfin, on est dans la logique grain, farine, pain. Et sans aucun intermédiaire, puisque on est sur une filière très très courte. On va redescendre, Jean Kircher, parce qu'on a encore beaucoup d'autres choses à voir ici au moulin Kircher à Ebersheim. Allons-y. Jean Kircher, j'aimerais qu'on aille voir aussi votre épicerie, le bistrot et d'autres choses encore ici au moulin Kircher. On vient de s'arrêter tout à l'heure dans les cellules, en tout cas dans la salle qui abrite les cellules où la farine est stockée. Et là, on est retourné au rez-de-chaussée, si on peut dire, où a lieu, cette fois-ci, c'est la fin du processus, l'ensachage. C'est ça, c'est la mise en sac de 25 kg avec palettisation, ou alors en semi-manuel, on va dire, les ensachages des petits conditionnements, 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg. Et la farine Kircher, on la trouve à ce moment-là dans un rayon de quelle distance? Chez nos revendeurs, tout un circuit de revendeurs sur toute l'Alsace en fait, hein, de Haguenau à Altkirch. Un peu au pas de charge, Jean Kircher, on est ici cette fois-ci dans votre école de la boulangerie. Ou école du pain. École et atelier attenant. Alors, dans cette école, nous accueillons 1 à 2 fois par semaine des groupes de maximum 8-9 personnes pour soit apprendre à faire le pain, soit se perfectionner, mais aussi la viennoiserie, la brioche. On a toutes sortes de thèmes, mais très, 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 très facile. Il suffit d'aller sur notre site pour connaître les dates et s'inscrire. Et donc tout un chacun, grand public, peut participer ici à apprendre à faire du pain avec bien sûr les farines Kircher. Oui, quand même. On ne va quand même pas aller prendre des farines industrielles. Ça, on l'a bien compris. Non, bien sûr, c'est les nôtres. On continue la visite, Jean Kircher, parce qu'à côté, il y a l'épicerie. À côté, il y a l'épicerie et le bistrot. Jean Kircher, dernière étape, mais je pense qu'on reviendra pour approfondir un peu ces différents espaces parce que c'est vraiment passionnant. Chez vous, ici, au moulin Kircher, on est dans la boutique qui donne juste à côté sur un espace bistrot. Alors, un petit bistrot sans prétention, en fait. On a une quinzaine de places assises où nous faisons un petit plat du jour, une bouchée à la reine du moulin, un pâté en croûte, enfin des choses que nous produisons dans notre atelier et où il y a toujours quelque part une connotation de farine quand même, hein, parce que même le burger du moulin, il faut quand même de la farine pour faire le buns. Donc, tout est fait maison.
Et voilà, c'est le petit clin d'œil qui rend le séjour agréable aussi pour nos stagiaires quand ils viennent en cours, enfin à l'école. Ils mangent sur place, évidemment, puisque l'environnement, vous avez vu, c'est très chouette, c'est très vert. Il y a même une terrasse sur l'eau. On a envie de s'y sentir bien, donc on fait tout pour. Bourg de bas, debout sur les marais, le Croisic tout au bout du grand trait. Sous ces veilleurs, les souvenirs m'attendent, et l'enfance en moi comme un matin. Par-dessus le manteau d'arlequin, où les œillets se fendent sous le sel de Saint-Guénolé. Tournez, tournez les ailes du moulin de Guérande sur le grain de mes jours envolés, sur le grain de mes jours envolés. Chemin de mer au talus de rochers, entonnoir de granit écorché, passaient nos jours, passaient nos vies gourmandes, sur le clair sablier de Portland, par-dessus le manteau d'arlequin, où les œillets se fendent sous le sel de Saint-Guénolé. Tournez, tournez les ailes du moulin de Guérande sur le grain de mes jours envolés, sur le grain de mes jours envolés. La mer a fui l'auge de Saint-Goustan, à l'orée des lents oiseaux distants. Mon père penché ramassait des amandes, des fruits de nacre et des couteaux marins. Par-dessus le manteau d'arlequin, où les œillets se fendent sous le sel de Saint-Guénolé. Tournez, tournez les ailes du moulin de Guérande sur le grain de mes jours envolés, sur le grain de mes jours envolés. Sur son balcon allumé de bouquets, ma grand-mère qui regarde les quais et les marées balançant des guirlandes de bateaux beaux comme des ravins. Par-dessus le manteau d'arlequin, où les œillets se fendent sous le sel de Saint-Guénolé. Tournez, tournez les ailes du moulin de Guérande sur le grain de mes jours envolés, sur le grain de mes jours envolés. Jean Kircher, je le disais, on reviendra pour refaire un reportage complet cette fois-ci sur notamment votre école du pain. 9e génération aujourd'hui, Jean Kircher, de meuniers et non pas minotiers. Et dans les années 1850, on comptait en Alsace plus de 2000 moulins. Il en reste combien aujourd'hui ? Il en reste une quinzaine et dans 10 ans, il en restera peut-être 5 ou 6. Comment on explique cette
évolution? La même logique que tout ce qui a été industrialisé. À partir du moment où vous avez des gros faiseurs qui ont d'énormes capacités, avec des coûts main-d'œuvre de quasi rien, le petit artisan qui lui, est obligé parce que tout n'est pas automatisé, il a besoin de temps et de force des bras pour faire fonctionner son appareil de production et de vente et tout. C'est très complexe parce qu'il y a d'un côté la partie production, ensuite il y a la partie commercialisation, ensuite il y a la partie administrative qui, Dieu sait, devient elle aussi de plus en plus contraignante. Donc le petit producteur dans son coin, il n'y arrive pas, quoi. Ou alors il travaille 15 heures par jour et ça il le fera pendant 10 ou 15 ans. Mais à un moment donné, il fatigue et surtout le modèle n'est pas transmissible. Parce que les enfants qui, au contraire, voient les qualités de vie qui s'améliorent partout autour de nous, où on travaille 35 heures, de préférence 30, et pourquoi pas 25 demain, et qu'on veut partir 4 fois en vacances par an. Mais ce sont deux modèles qui s'opposent complètement. Donc on n'est pas porteur d'avenir en la matière, d'autant plus que économiquement, ça reste très difficile parce que nous n'arrivons pas à obtenir le juste prix de notre travail. Prenez le pain, une baguette coûte moins cher qu'un café. Donc dans l'échelle des valeurs, j'ai un problème. C'est important de le dire et de le répéter, Jean Kircher. Une baguette de pain coûte moins cher qu'un café. Oui, parce que, là encore, le drame de l'industrialisation, qu'est-ce qui s'est passé? On a partout en Europe, dans le monde, des usines à pain qui sont capables de produire 10 000, 20 000, 30 000 baguettes à l'heure. Et donc sortent un prix coûtant départ usine de 15 centimes la baguette. Cette baguette à 15 centimes va arriver chez le revendeur qui va la vendre à 60. Donc le consommateur aura d'un côté une baguette à 60 centimes et de l'autre côté une autre baguette artisanale à 1,30 € ou 40. Il va nous traiter de voleurs. Sauf que, Jean Kircher, entre les 60 centimes et les 1,30 €, la différence, elle est où? Elle va où, la différence? Elle va soit dans la qualité, soit dans l'impact environnemental, soit dans l'impact social. Combien de boulangeries, vous nous l'aviez dit tout à l'heure quand on est arrivé, combien de boulangeries ferment aujourd'hui en France? Malheureusement, en France, comme en Allemagne, il se ferme à peu près 500 boulangeries par an. Et lesquelles boulangeries sont en partie... Plus d'une par jour. Oui, qui sont en partie remplacées par les chaînes. On ne va pas les citer, mais qui évidemment n'ont plus... Les chaînes, c'est par exemple Banette? Non, je pensais plutôt à des Marie Blachère, à des boulangeries Ange, enfin il y en a toute une série qui sont en fait des industriels, mais qui distribuent dans leur réseau et qui commercialement est très dynamique au demeurant. Ce sont des gens qui savent faire. Sauf que le produit, ce sont des gens qui font leur baguette en 45 minutes, alors que nous, et l'artisan que nous sommes, on a besoin de 6 à 8 heures pour faire cette même baguette. Donc c'est un autre monde. Tout le dénominateur commun, c'est le nom, pain ou baguette. Mais la façon de le produire est aux antipodes l'une de l'autre. Justement, est-ce que l'on parle encore de pain? Est-ce qu'on peut parler de pain lorsqu'il est question notamment de pain industriel? Ça a la forme du pain, ça a la couleur du pain. Il y en a d'autres qui ont cité cette formule pour une boisson liquide, je crois. Nous, on a fait des études très poussées sur l'indice glycémique du pain. Et on s'est rendu compte que tous nos pains étaient avec des indices glycémiques entre 35 et 45. Ça veut dire quoi? Indice glycémique, c'est le taux de mesure de vitesse du sucre qui va dans le sang. Donc plus l'indice glycémique d'un aliment est élevé, plus c'est un mauvais sucre. Et donc, source de diabète, Que l'on trouve par exemple dans les boissons gazeuses. Par exemple, ça c'est plutôt... Enfin, oui, c'est du sucre en fait, quoi, hein. Donc, et nous en consommons beaucoup trop. Et donc, le pain était traditionnellement considéré comme un sucre lent. Or, la boulangerie moderne qui a fait l'impasse sur la fermentation, qui fait tout très très vite, ou avec des mix, des prêts à l'emploi, parce que tout le monde est malheureusement touché, que ce soit l'industriel, mais aussi le mauvais artisan, si je puis dire, produisent des sucres rapides
Et ce sucre rapide avec ces pains, vous savez, qui se conservent 3-4 heures, après vous les jetez, ou qui n'ont aucune croûte, qui n'ont aucun goût, qui n'ont aucune conservation, c'est un désastre, mais ça s'appelle pain. Et c'est pas cher. Donc, il faut bien sûr choisir, mais est-ce que le consommateur a systématiquement les moyens économiques de s'acheter tous les jours une baguette à 1,30 € ou 1,40 €? En tout cas, tant que le prix du produit, que ce soit le pain ou autre chose, en tout cas un produit alimentaire, tant que le prix du produit ne reflète pas son coût, on aura effectivement peu de chances d'y arriver. En même temps, Jean Kircher, vous avez pris quasiment le contre-pied de tout ça, en reprenant le moulin Kircher ici à Ebersheim, dans le Bas-Rhin, en 2015. Et votre slogan, c'est « 50 ans de retard et nous y tenons ». Oui, c'est un peu provocateur, mais ça reste ça, parce que je refuse de rentrer dans cette logique industrielle. Parce que qui dit industrialisation dit dégradation du produit. Et pas que des produits, du reste. Aussi de l'humain et de l'environnement. Oui, bien entendu. Des humains dans une usine à pain, il n'y a plus d'humains. Tout est géré par algorithme, ordinateur. Il y a encore un balayeur et un électromécanicien, mais il n'y a plus de boulanger nulle part. Donc là encore, on a abouti à une dégradation de l'humain qui n'a strictement plus aucune valeur. C'est un presse-bouton et il est interchangeable à tout moment, parce qu'il ne sert plus à rien d'autre, puisque la machine est devenue intelligente. Et cette machine intelligente, elle dégrade l'humain, mais elle dégrade aussi le produit. Vous avez aussi vos propres pains. Je ne sais pas si on peut parler de marque, pain et tradition. Alors ça, c'est mon activité depuis 20 ans, puisque je suis né meunier, élevé meunier, et puis à un moment donné, j'ai dérapé vers la boulangerie et j'ai créé Pain et Tradition. Et Pain et Tradition est une grosse boulangerie artisanale, on va dire, quand même d'un certain niveau. Puisque... Rassurez-moi, ce n'est pas une petite boulangerie industrielle. Non, puisque nous faisons travailler, par exemple, 90 boulangers. Donc, alors, est-ce que nous sommes un industriel? En aucun cas, puisque nous ne mécanisons pas. Ce sont 90 êtres humains qui sont responsabilisés sur leur production et qui gèrent la fabrication. Ce ne sont pas les algorithmes. Donc, je suis devenu boulanger un peu par provocation, parce que j'en avais marre de voir que le pain, la qualité du pain se dégradait d'année en année. Et donc, cette partie-là grandit effectivement beaucoup plus vite que le moulin qui, lui, est resté très traditionnel à sa dimension. Et puis aujourd'hui, les deux sont en symbiose, puisque le moulin fabrique la farine que Pain et Tradition transforme en pain, et que nous arrivons à vendre sous forme pré-cuit surgelé, y compris en Corée, au Japon, dans les pays nordiques, etc. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Et puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Et puis toi, mon petit gars, tu sais plus ce que tu vas faire dans ton petit 3,5, ben trop cher, fret en hiver. Il te vient des envies de devenir propriétaire et tu rêves la nuit d'avoir ton petit lopin de terre. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère en voulait pas, toi t'étais un accident. Et puis toi, ma petite fille, tu changes de partenaire tout le temps. Quand tu fais des conneries, tu t'en sauves en avortant. Mais y a des matins, tu te réveilles en pleurant quand tu rêves la nuit d'une grande table entourée d'enfants. Ton arrière-arrière-grand-père a vécu la grosse misère. Ton arrière-grand-père, il ramassait les scènes noires. Et puis ton grand-père, miracle, est devenu millionnaire. Ton père en a hérité
petite jeunesse, tu dois ton cul au ministère. Pas moyen d'avoir un prêt dans une institution bancaire pour calmer tes envies de hold-up et la caissière. Tu lis des livres qui parlent de simplicité volontaire. Tes arrière-arrière-grands-parents, ils savaient comment fêter. Tes arrière-grands-parents, ça swingait fort dans les veillées. Puis tes grands-parents ont connu l'époque yéyé. Tes parents, c'était les discours, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Et puis toi, mon ami, qu'est-ce que tu fais de ta soirée? Éteins donc ta TV, faut pas rester encabané. Heureusement que dans vie, certaines choses refusent de changer. Enfile tes plus beaux habits. Jean Kircher, 9e génération de meunier ici à Ebersheim, mais avec une petite interruption dans votre propre parcours. Oui, parce que quand j'avais 25 ans, après mon école de meunerie en Suisse, et j'étais le successeur désigné de ce moulin, fils unique en plus. Alors, votre papa, il est là en photo. Et il est Et toujours juste là. derrière vous, il y a votre grand-père dans un médaillon. Même mon arrière-grand-père. Ah, il est où? Non, c'est lui. Ah, c'est lui, là. Ah ouais. Ouais, non, mais je suis surveillé, hein, cerné. Responsabilité, en plus. Oui. Et donc, j'ai travaillé, après mon école de meunerie, j'ai travaillé pendant 6 ans avec mon père. Et mon père était un excellent meunier, vraiment un homme de métier qui taillait encore la pierre, les meules de pierre. Il savait les tailler à la main. Donc, c'était rarissime, ça. Mais on entend déjà le mais. Mais c'était un conservateur. Donc, il ne voulait pas grandir. Et puis moi, j'étais bouillant, 25 ans, je voulais aller de l'avant, et donc je voulais devenir le premier meunier d'Alsace. Et donc, à un moment donné, on s'est séparés, et donc ça a été... Vous êtes aujourd'hui le plus vieux meunier, alors pas vous, mais en tout cas le moulin, probablement un des plus vieux moulins de France. Pas le moulin, parce que là, il y en a peut-être certainement des plus anciens, mais la plus ancienne famille de meuniers de France au même endroit. Donc on est là depuis 1760, de père en fils, en petit-fils, sans interruption. Et donc, pour en revenir à mon histoire, avec mon père, je sentais bien que je ne pouvais pas avancer. Et donc je suis allé voir un peu chez les voisins ce qui se passait. J'ai un peu traîné un peu en Afrique aussi, dans des moulins. Et puis je suis revenu pour finalement atterrir dans un moulin au Luxembourg. Et ça a été le début de mon épopée luxembourgeoise, justement. Moulin industriel, là, pour le compte, et appartenant à un grand groupe coopératif céréalier français de l'Aube. Et donc ça, on a monté une belle aventure pendant 10 ans, où on est devenus les rois de la baguette ou de la farine à baguette en Allemagne. Partout, du nord au sud de l'Allemagne, on était vraiment les kings. Mais en parallèle, je voyais bien, j'étais frustré parce que la boulangerie évoluait mal. En Allemagne, encore plus vite qu'en France, parce que les Allemands aiment l'inox, les ordinateurs, la productivité, le rationnel. Donc, le pain ne cadre pas dans cette logique-là. Et puis, à un moment donné de guerre lasse, en 98, j'ai créé Pain et Tradition sur un tout petit village à côté du Luxembourg. Et puis on a grandi. Une première fois, on a déménagé sur 1000 mètres carrés. Ensuite, on est venu à Mont-Saint-Martin, à côté de Longwy, en Lorraine, sur un site de 3000 mètres carrés où nous sommes encore. Et puis en 2012, on a remonté un deuxième site de production à Luxembourg, également sur 3000 mètres carrés, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes la boulangerie la plus gastronomique, je ne vais pas dire du monde, mais pas loin. Vous voyez que vous êtes presque arrivé quand même, peut-être même dépassé l'objectif. Vous avez pensé à faire un jour autre chose, Jean Kircher, que, j'allais dire, de la farine? Ah, j'ai dérapé un peu de temps en temps, oui, j'ai fait d'autres petites choses, j'ai été commercial dans d'autres branches, y compris d'activités sportives. Donc j'ai eu un parcours un petit peu éclectique jusqu'à mon âge de 36 ans. Et là, je suis devenu raisonnable, meunier et par après boulanger. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur? Jean Kircher, patron du moulin Kircher à Ebersheim, ici dans le Bas-Rhin, en Alsace, plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule? Oh, plutôt coup de gueule. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'y attendais un peu.
Oui, parce que j'ai des comptes à régler, j'en ai marre depuis de constater que notre société moderne évolue mal en matière alimentaire. Tout le monde est d'un côté en demande et en souffrance parce que autrefois c'était mieux, on mangeait mieux, les mets étaient mieux préparés, les savoir-faire étaient là, les produits de terroir étaient là. Et donc tout le monde semble nostalgique de ce qui était bien, mais au quotidien consomme tout ce qui est on ne peut plus mal. Des produits comme les hamburgers que tout le monde connaît, les fruits qui n'ont pas vu le soleil, les légumes qui sont cultivés en serre, les fromages pasteurisés. Si vous passez à table, bon appétit. Bien sûr. Vous savez que Pierre Rabhi ne dit plus aux gens, quand il est à table, Pierre Rabhi ne dit plus bon appétit, il leur souhaite bon courage. Oui, et puis j'en connais un autre qui dit bonne chance. Aussi, c'est pareil. Et oui, parce que on est partagé dans ce monde ultra communicant. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on passe souvent à côté du réel. On s'investit, on communique sur des valeurs très superficielles, très mode, très tendance, mais au quotidien, on est cerné par les maladies. Regardez les allergies. Prenons l'exemple, par exemple, actuellement très up-to-date, le coronavirus. C'est une connerie sans nom. On nous prend vraiment pour des blaireaux. Parce que bah, ça fait 100 morts en Chine. La grippe tue tous les ans 15 000 personnes. Personne n'en parle. Et donc là, c'est un virus ou une bactérie qui touche surtout les personnes qui sont déjà très malades et donc qui sont en état de faiblesse. Donc, bah oui, tant pis, ou c'est dommage, mais c'est une réalité de vie. Mais regardez le cinéma qu'on fait autour, on mobilise, on va rapatrier maintenant les Français qui sont là-bas par avion, mais c'est du délire total. Mais peut-être tout simplement aussi parce que la grippe, le phénomène grippe est tout simplement plus accepté, plus toléré par la société, parce qu'il y a aussi derrière l'industrie, je ne sais pas, je dis ça au hasard, mais l'industrie du médicament. C'est un hasard, oui, parce qu'on nous a fait le coup avec le H1N1, on nous a fait le coup avec l'Ebola, on nous a fait le coup de multiples fois, à raison de 98 millions de doses de vaccins, etc. Bien sûr qu'il y a du business derrière, et on se demande si c'est pas les Chinois eux-mêmes qui ont provoqué tout ce cinéma parce que derrière, il y a des industries productrices de médicaments ou de vaccins ou d'antidotes qui visent là du coup. Il suffit de voir les évolutions de cours de bourse. Ça, on n'enchète rien. Mais on n'enchète voilà, ça n'engage que vous, Jean Kircher. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que l'on se plaint de la dégradation des aliments. Est-ce que l'on peut regretter quelque chose que l'on n'a pas connu? C'est un autre problème parce qu'effectivement, il y a un problème d'éducation. Et il m'arrive certaines fois, dans des présentations de produits, de tomber sur des jeunes consommateurs, notamment, qui tombent des nues en redécouvrant la référence d'origine. Parce qu'ils sont entre-temps tellement pollués dans leur papille gustative qu'ils ne savent plus combien un pain peut être bon, combien un fromage au lait cru peut être bon quand il est à maturité, combien une viande peut être bonne, parce qu'on l'a tellement éduqué et élevé dans cette alimentation technocratique. Il y a peut-être un parallèle à faire entre les modes de production animale et végétale et notre manière de vivre. Ce que vous évoquez là, Jean Kircher, me fait penser aux élevages industriels aussi. Ben bien sûr. Est-ce que l'élevage industriel peut produire autre chose que des cuisines ou des appartements comme aux États-Unis aujourd'hui, sans cuisine tout simplement, où on n'a qu'un micro-ondes et une poubelle? Ben, j'espère qu'on n'y arrivera pas. En tous les cas, moi vivant, je ne le permettrai pas. mais on ne sait pas de quoi demain sera fait. Moi, je pense non, il y a quand même un message d'espoir. L'être humain est capable des pires choses, mais aussi des meilleures. Et donc, dans le meilleur, il y a une alimentation saine. C'est sans doute la chose la plus facile à mettre en œuvre, bien que ce soit très difficile au niveau du mental.
Mais en pratique, on peut retrouver le bon produit, on peut soutenir les petits producteurs, les savoir-faire, les terroirs. Donc voilà le message d'espoir. Soutenons tous ces gens courageux mais qui sont malheureusement, mais c'est leur choix, obligés de travailler 50, 60 ou 70 heures par semaine. À un moment donné, il y aura un relais. Et je pense qu'on en voit quand même déjà des signes visibles tout autour de nous. Est-ce que le salut, Jean Kircher, ou en tout cas une partie du salut, viendra de chefs d'entreprise comme vous qui se sont... alors, pour vous, j'ai pas le sentiment que ce soit une reconversion, c'est plutôt une continuité. Mais est-ce que le monde économique aujourd'hui ne devrait pas davantage, non pas simplement pour des raisons éthiques, mais aussi pour des motifs économiques, s'investir dans cette voie-là? Est-ce qu'elle le fait? Est-ce que ce milieu-là le fait suffisamment? Je pense que mentalement, oui, il y a des gens qui sont prêts. Les barrages sont administratifs, sont technocratiques, et économiquement viables. Ça, c'est quand même quelque chose de très important parce qu'il faut gagner de l'argent dans l'histoire. Sinon, on n'arrivera pas à réinvestir, on n'arrivera pas à grandir. Et donc, si c'est rester recroquevillé sur soi-même, on n'avancera pas non plus. Il y a quand même une différence entre un développement et une croissance économique et une exploitation financière. Alors, que veut dire exploitation financière? C'est recherche du profit uniquement. Non, alors dans notre monde, les obsédés du profit n'ont pas leur place. Il faut gagner de l'argent, mais juste ce qu'il faut pour bien avancer, vivre heureux. Merci Jean Kircher. Eh bien écoutez, merci à vous et bonne chance. Voilà pour ce reportage sur le moulin Kircher à Ebersheim, dans le Bas-Rhin en Alsace, avec son patron Jean Kircher. Pour en savoir plus sur ce moulin familial de père en fils depuis 9 générations, ce qui nous fait quand même remonter à 1760, mais aussi son magasin et restaurant bio et ses cours de boulangerie ouverts à tout public, rendez-vous sur moulin-kircher.fr. Vous avez pu écouter dans l'ordre Die Mühle im Schwarzwald par l'ensemble Die Schwarzwaldmusikanten, Le Moulin de Guérande par Gilles Servat et enfin Des Générations par le groupe Mes Aïeux. Merci à Véronique Olivier à la réalisation. Vous pouvez réécouter cette émission dès la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvôtre.fr.